Salut à toi jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien, moi c'est Raphaël et si tu ne me connais pas encore, j'ai fait une vidéo de présentation que je t'invite à aller voir et dedans je te dis que je suis maraîcher. Alors c'est quoi maraîcher? C'est un mec qui fait du maraîchage. Je te remercie de m'avoir écouté, tu peux liker cette vidéo, t'abonner et partager. Plus sérieusement, c'est quoi le maraîchage? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'après la définition de Larousse, le maraîchage c'est la culture intensive de légumes en plein air ou sous abri. Alors déjà le mot intensif, il a dû t'effrayer. Alors calme-toi tout de suite, aujourd'hui le mot intensif est mal connoté comme beaucoup d'autres mots malheureusement, mais il désigne tout simplement la culture de légumes à but commercial, à but de vente, à grande échelle. Que ce soit pour alimenter le circuit court ou l'exportation ou les supermarchés. En gros, le maraîchage, ça se différencie du jardin potager. Où là, le jardin potager, c'est un hobby, c'est une culture personnelle, surtout à but d'autoconsommation dans la plupart des cas. Mais alors, d'où ça vient, me diras-tu? Si on parle de la culture de légumes en tant que telle, alors la pratique est forcément aussi vieille que l'humanité. Pour ça, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps et qu'on aille comprendre l'apparition de l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est pas quelque chose qui est apparu d'un coup, c'est pas un mec qui a inventé l'agriculture comme le feu. L'agriculture, elle est arrivée dans les sociétés sur Terre à différents intervalles, selon l'endroit, selon l'époque, selon les populations. Mais il faut savoir que nos ancêtres étaient pour la plupart nomades, du moins pendant les grandes glaciations. C'est-à-dire pendant l'ère glaciaire, comme dans l'âge de glace, là où il y a les mammouths et tout ça. Et à cette époque-là, il faut savoir que le taux de CO2 dans l'atmosphère était très faible. Alors pourquoi est-ce que je te parle direct de CO2 et que je t'agresse avec des notions d'environnement? À la fin de cette ère glaciaire, la Terre a connu une sorte de réchauffement climatique et le taux de CO2 dans l'atmosphère a beaucoup augmenté. Et les plantes en ont ultra méga profité pour pousser. Parce qu'aujourd'hui, le CO2, c'est la méchante molécule. Mais il faut savoir que sans CO2, il n'y a pas de vie sur Terre parce qu'il n'y a pas de plantes. Le CO2, c'est un élément essentiel à la photosynthèse. Bon, la photosynthèse, je ne vais pas te faire un cours, hein, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement le système qui permet aux plantes de vivre, voilà, comme nous on respire. Et donc cette augmentation de CO2 et le réchauffement climatique a permis un meilleur climat sur Terre à l'évolution des plantes. Et on a vu l'apparition de beaucoup de plantes, telles que les légumineuses, les céréales, et on pense que ce climat plus favorable a permis, ou du moins est un facteur qui a joué dans la sédentarisation de l'homme. Donc l'homme a commencé de passer de nomade à installer dans un endroit défini, dans un territoire, assemblé en petites tribus, en petits villages. Ça aurait commencé entre 12 500 et 7 500 avant Jésus-Christ. Oui, c'est très large. Ça dépend des endroits, ça dépend des périodes. On ne sait pas trop quand. On aurait retrouvé les traces des premières villes comme Jéricho à environ moins 9000, donc qui aurait accueilli à peu près 1 millier d'habitants. C'est pas énorme, mais pour l'époque, voilà, c'est un début. Donc nous, ce qui nous intéresse, on va surtout parler du Proche et du Moyen-Orient, dans ce qu'on appelle la région du croissant fertile. Donc c'est un croissant dont le sud est tourné vers l'Arabie Saoudite, l'Irak. Et en fait ce croissant qui englobe une grande partie du Moyen-Orient et du Proche-Orient, il est traversé de des grands fleuves comme le que tu connais peut-être, comme le Tigre, l'Euphrate, le Jourdain, l'Oronte. Et le climat il est juste assez pluvieux pour permettre un bon développement des plantes et de la faune. Et on sait que les premières villes et les premières civilisations en tant que telles sont apparues à cet endroit-là. Évidemment, en parallèle, il y a eu des développements en Chine et certainement en Amérique, mais on ne va pas en parler parce que ça ne nous intéresse pas. Donc cette sédentarisation, elle a amené du confort et de la sécurité, contrairement à l'ancienne vie de nomade où tout le monde sait vivait de la pêche et de la chasse et de la cueillette. Toujours est-il que l'agriculture a quand même changé un peu la vision du monde, l'organisation des sociétés de l'époque. On s'est mis à produire les ressources qu'on consommait. Donc pourquoi on parle de tout ça? T'inquiète, on va parler de légumes tout de suite. Alors au début, la diversité des légumes qui étaient cultivés dépendait vraiment de la région et du territoire. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Donc au Proche-Orient, on cultivait notamment de l'ail, de l'oignon, du chou, du poireau, du haricot, du persil, du pois chiche, des radis. Et bien sûr, il faut imaginer que ces légumes n'avaient pas la même tête qu'ils ont aujourd'hui. Donc tu vas voir que là, on va faire quelques petits bonds en avant. Donc te perds pas, reste concentré. Donc le légume, il a fait partie de l'alimentation de l'homme pendant des millénaires, de sa domestication il y a plusieurs milliers d'années, durant toute l'Antiquité, donc en Égypte notamment, ensuite autour du bassin méditerranéen et jusque pendant le Moyen-Âge. Et évidemment, il y a eu quelques améliorations au niveau des variétés des espèces de légumes qu'on produisait par la sélection, que ce soit naturelle ou faite par les cultivateurs, afin d'améliorer évidemment la production et un petit peu la tête des légumes. Donc dès le 5e siècle, en France, donc on est sous Clovis, des jardiniers se sont installés autour des bourgs parisiens, où en fait c'était des vastes marécages, et donc il y a des travailleurs de la terre, à l'époque des serviteurs surtout, qui ont commencé à les assécher et à cultiver des légumes dessus. Et cette culture en fait de légumes et de fruits aussi se développa beaucoup grâce aux moines.
Donc la France est en train d'être christianisée massivement et l'arrivée des abbayes et des moines a permis l'entretien et le développement de ces cultures. Mais le vrai grand changement n'est arrivé en Europe qu'à partir du XVIe siècle. Donc quelques années avant, on découvrait l'Amérique, et c'est en Amérique qu'on va découvrir une grande partie des légumes qu'on consomme aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant, on ne connaissait ni la tomate, ni la pomme de terre, ni le piment, le poivron, la courgette, enfin beaucoup de fruits, de légumes qui sont arrivés en fait d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui étaient connus par les Aztèques et les Incas notamment. Et donc les conquistadors, espagnols et portugais, ont ramené ces plantes en Europe. Alors au début, pour la plupart, on ne savait pas si c'était toxique, si c'était comestible, on ne savait pas comment les manger, notamment la tomate, la pomme de terre. La pomme de terre, pendant longtemps, on a cru qu'on mangeait les feuilles et c'était pas bon. La tomate, on a toujours cru qu'elle était toxique. Donc ça a mis un peu de temps à arriver dans les consciences, cette nouvelle culture. Mais certains se sont attelés à la tâche. Comme au XVIIe, on a Jean-Baptiste de la Quintinie. C'est qui ce monsieur? C'est celui qui a fait le potager du roi, le potager de Versailles. On connaît tous le jardin de Versailles avec le nôtre, mais trop peu le potager du roi. Donc le but de ce monsieur, Jean-Baptiste de la Quintinie, c'était de faire un potager pour alimenter le roi et sa cour. Donc là on est sous Louis XIV, toute l'année, en légumes divers et variés. Et ce mec-là, en fait, il a beaucoup étudié les techniques des maraîchers parisiens qui étaient donc installés autour de Paris, on avait dit. Et il a appris beaucoup de choses et il en a aussi lui-même développé énormément. Il a inventé la culture de primeur, les légumes à contre-saison, il a inventé la culture sous châssis, la culture sous cloche de verre. Et il a compris l'intérêt du greffage pour améliorer les variétés. Et ça a été aussi un des premiers à réfuter les croyances populaires autour des phases de la Lune. Aujourd'hui, c'est une mode qui revient que la Lune serait responsable de la pousse ou non des plantes. Je te laisse faire ton avis là-dessus. Donc si tu as été attentif jusqu'à là, tu as peut-être deviné l'étymologie, l'origine du mot maraîchage. Bah oui, forcément, c'est les mecs qui travaillaient sur les marais. Donc le terme en lui-même, il est tout récent. Il vient du XVIIe, du XVIIIe par là, avant la Révolution française, où dans les zones marécageuses autour de Paris, comme le canal Saint-Martin, on avait ces cultivateurs qui produisaient des légumes sur les marais, qu'ils avaient au préalable asséchés, et donc le nom est resté plus tard après pour tous les producteurs de légumes. Donc depuis la Révolution française, les fermiers sont devenus propriétaires de leurs terres, du moins une grande partie en France. Et ça a énormément contribué au développement de l'agriculture en France, parce que du coup ils se sont rattachés à leurs terres et ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes pour améliorer toutes les techniques et pour vraiment être productifs. Tout à l'heure on parlait des marais autour de Paris, mais il faut savoir que la ville était entourée de zones maraîchères. Il fallait nourrir cette population, car il a toujours été une grande ville et toujours en croissance démographique. Et on avait toutes les communes aujourd'hui de Aubervilliers, La Courneuve, Bobigny, Champigny, Créteil, Ivry. Toutes ces communes en fait étaient très connues pour le maraîchage. La Seine-Saint-Denis en général fournissait des légumes à toute l'île de France. Remarque, ça leur change pas beaucoup, ils fournissent toujours de l'herbe. Pourquoi dans les marais peut-être, tu te demandes? Parce que la terre y était très fertile. Il y avait une accumulation de matière organique décomposée, d'humus. Voilà, donc la terre était très fertile à cet endroit-là. Et en plus de ça, les paysans y rajoutaient les déchets qui étaient ramassés dans les rues de Paris. Notamment à l'époque, c'était les ordures ménagères et surtout du fumier de cheval, de bœuf. Et donc ça faisait un très bon engrais, faute d'avoir autre chose. Et à partir du 19e siècle, il y a une nouveauté qui a chamboulé le monde, et surtout celui de l'agriculture, c'est l'arrivée du chemin de fer. Et le chemin de fer, il a permis le transport de toutes les denrées qui se conservaient, comme la pomme de terre, l'oignon, le haricot, les pois. Du coup, tu imagines bien que ça arrangeait pas les affaires de nos maraîchers. Ils étaient maintenant en concurrence avec des maraîchers de partout ailleurs en France, notamment dans le Midi. Et c'est là où ils ont eu une réaction très intelligente. Ils se sont spécialisés. Et ils se sont spécialisés dans les produits frais, dans les herbes aromatiques, dans la salade, dans les fraises, dans les champignons, dans les fleurs, parce que les produits frais ne pouvaient pas supporter le transport en train. Et du coup, ça leur donnait l'exclusivité du marché des produits frais sur Paris et ça leur permettait de garder un prix élevé. Donc très malin les maraîchers. Alors les maraîchers vendaient directement au marché et notamment aux Halles à Paris, où pendant très longtemps ça a été le lieu de rendez-vous. Il y avait jusqu'à 140 charrettes de maraîchers qui venaient vendre tous les matins leur récolte. Donc la vente c'était entre 4h et 8h du matin, donc vraiment très tôt. C'est des gens qui travaillaient la nuit pour tout préparer et le jour pour tout récolter, donc c'était vraiment des gens très motivés. Il faut savoir aussi qu'il y avait très peu d'écoles de maraîchage. Quasiment pas avant 1880. Et du coup, les savoirs et les connaissances s'enseignaient dans la famille et se transmettaient de génération en génération. Et très jalousement, et c'était vraiment, il fallait pas que le voisin il sache tes techniques et tout ça. Et même les employés qui travaillaient sur les exploitations, eux, ils apprenaient sur le tas, quoi. Et ils étaient payés à leurs compétences, et ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils apprenaient à faire. Donc il faut savoir aussi que
Pour reparler de l'agriculture, il y a eu très peu d'évolution depuis les débuts de l'agriculture jusqu'au 19e siècle. Très peu de progrès, les outils ont été toujours très rudimentaires. Des pioches, des bêches, des pelles, des fourches, des serpettes, enfin que des outils très classiques, très basiques. Et vraiment aucune innovation dans ce milieu-là. Jusqu'au 19e, où là on a commencé à faire des recherches scientifiques très poussées sur la chimie. Donc on a pu développer des engrais plus efficaces, des engrais de synthèse. On a développé des machines, on a des machines qui sont venues des États-Unis et qui ont permis, surtout pour l'agriculture, assez peu pour le maraîchage, mais qui ont permis de remplacer la main-d'œuvre et de faciliter le travail. L'activité a vraiment connu son âge d'or dans la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après, ça a tout changé évidemment dans la société. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en fait, la population de maraîchers a fortement diminué, ou alors ils se sont spécialisés, que ce soit dans les champignons à Paris ou dans les fleurs. Alors évidemment, il n'y a pas que Paris. Paris est un gros exemple du maraîchage en France. Donc on peut parler aussi des ortillonnages d'Amiens, où c'était environ 300 hectares de jardins, de marais à la base, qui sont entrecoupés de canaux et où on faisait pousser des légumes depuis le Moyen-Âge. Évidemment, tout le sud de la France aujourd'hui a pris une grande part dans la production de légumes et de fruits, étant donné du climat. Mais le nord continue à produire beaucoup de légumes comme la pomme de terre ou l'oignon. Donc aujourd'hui, il y a des exploitations maraîchères un peu partout en France, surtout en Aquitaine, en Bretagne, en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais. La filière à elle-même représente 11% de l'agriculture totale en France en valeur, avec 530 000 hectares dédiés aux fruits et aux légumes et plus de 31 000 producteurs de légumes en France. Les cultures principales sont la tomate, la carotte et la pomme de terre. Les producteurs peuvent vendre leurs récoltes en circuit court, sur les marchés des villes ou des villages locaux, ou soit en circuit long, à travers les supermarchés, des grossistes ou directement à l'industrie. La France, il faut savoir que c'est le premier pays producteur de légumes surgelés. Aujourd'hui, une grande partie des cultures se font en plein champ, avec des outils qui peuvent aller, selon le cultivateur, d'une simple fourche, bêche, tracteur et motoculteur, à vraiment des machines haut de gamme de ramassage, de binage, de plantage. Ça se dit pas plantage, non, plantation. Les maraîchers sont aussi les spécialistes de la production primeur. Donc on en a parlé tout à l'heure, les primeurs sont des légumes qui arrivent au tout début de la saison. C'est les premiers végétaux de la saison. Et même parfois on parle de légumes à contre-saison avec ce qu'on appelle la culture forcée, donc sous serre. Il faut qu'on parle des Pays-Bas. Malgré leur taille minuscule, c'est le deuxième exportateur au monde, non pas de weed, je le vois venir, mais de fruits et de légumes, après les États-Unis. Donc c'est un peuple de cultivateurs chevronnés et en mettant en place une coopération entre les entreprises, les gouvernements et la science, dans les années 90, ils ont révolutionné leur système agricole et aujourd'hui ils sont super efficaces et à la fois très peu polluants. Leur slogan c'est de produire 2 fois plus avec 2 fois moins de ressources et ça marche très bien. Ils ont inventé et continuent de le faire les meilleures variétés, les meilleures génétiques de plantes, de fruits et de légumes notamment. Pour ça ils font des croisements et ils gardent simplement les meilleures caractéristiques qui les intéressent. Et ils ont développé des plantes qui ont besoin de beaucoup moins d'eau, de beaucoup moins de lumière, qui produit plus, qui est plus résistante et qui conserve un goût savoureux. Ils sont aussi devenus les spécialistes des cultures sous serre chauffées, mais chauffées par des énergies renouvelables. Avant, ils chauffaient au gaz naturel et ils ont voulu, donc c'est une énergie fossile, et donc ils ont voulu changer tout ça. Et aujourd'hui, ils utilisent beaucoup de panneaux solaires et de géothermie, ce qui a permis d'énormément réduire leur émission de CO2 et de chauffer de façon naturelle. Mais en plus de ça, ils récupèrent le CO2 des industries pétrochimiques du pays et les conduisent à travers un réseau de pipeline qui va les amener à l'intérieur des serres de tout le pays. Et le CO2, on en a parlé au début, c'est bien. Et non seulement c'est bien pour les plantes, mais plus il y en a, plus elles poussent. Et ce sont aussi les génies des solutions de biocontrôle. Alors qu'est-ce que les biocontrôles? Le biocontrôle, c'est du phytosanitaire à base de produits naturels. On peut nommer la société Cooper, qui a développé en fait toute une production d'insectes prédateurs. Donc les insectes prédateurs sont des outils très efficaces pour les cultivateurs. Ils vont aller s'attaquer aux insectes nuisibles et ravageurs des cultures. Donc ces mecs-là seront vraiment dans le futur. C'est vraiment un modèle à la fois de productivité, d'efficacité et d'écologie. Sur ce, j'espère que je t'ai appris des choses, j'espère que c'était intéressant pour toi. Donne-moi tes retours en commentaire, ça m'intéresse vraiment pour savoir comment adapter mes formats de vidéos. Et puis je te dis à la prochaine fois et je te remercie de m'avoir écouté.